Plus c'est jeune, plus c'est cher. Ça peut être 1 heure 400 €. Ça dépend vraiment de l'âge, de la fille. Puis après, ça dépend des prestations, fixées souvent par le proxénète. Les clients demandent sans préservatif assez souvent. Et là, c'est plus cher, sachant qu'ils sont à 70% en couple ou mariés. Et au départ, ils mettent 18 ans parce que tu es obligé de mettre 18 ans sur l'annonce. Et après, ils discutent avec les clients en leur disant mais finalement, j'ai 16 ans. Ah, mais c'est pas grave. Finalement, j'ai 14 ans. Ah mais c'est pas grave, je suis même prêt à payer plus. Normalement, si on payait pas, ce serait de la pédophilie claire et nette. Nous allons vers un hôtel d'Herblay où une jeune fille de 12 ans a été victime de prostitution. 6 clients ont été identifiés, 5 ont été condamnés. Elle a été absente lors du procès, comme c'est souvent le cas. En France, il y aurait à peu près 20 000 prostituées mineures qui ont, pour la grande majorité, 14 et 17 ans. Et même parfois, ce sont des enfants, donc 10, 11 ans. Ça concerne tous les milieux sociaux et tout le territoire. C'est-à-dire que même les petites villes sont touchées par ce phénomène à cause notamment des réseaux sociaux. Ces jeunes filles sont repérées via les réseaux sociaux comme Snapchat, Instagram, TikTok. Et là, elles peuvent tomber très rapidement. Parfois, ça passe par des recruteuses, entre guillemets. Donc, elles, ce sont des victimoteurs. Elles se sont prostituées. Après, elles servent à recruter d'autres jeunes filles. Et donc, elles mettent en confiance plus facilement d'autres jeunes filles de leur âge. Et donc, via les réseaux sociaux, elles vont prendre contact avec elles vont repérer évidemment des proies, puisque sur les réseaux, aujourd'hui, les jeunes filles mettent tout. Leurs peurs, leurs craintes, leurs problèmes. Enfin, c'est très simple en fait pour des proxénètes finalement de repérer. La victime par exemple, elle est en rupture familiale, ça se passe très mal dans sa famille, ce genre de choses. La recruteuse va lui proposer le gîte, le couvert, de l'aider, comme une amie. Et là, le piège se referme. Là, elle peut être même séquestrée, elle peut être violée. Souvent, il y a le viol test, le viol à plusieurs. Enfin, c'est assez glauque quand même tout ça. C'est-à-dire, il y a une fille ou un garçon qui recrute sur les réseaux, d'autres personnes qui vont louer les appartements et les voitures, d'autres qui vont servir de chauffeurs, d'autres qui vont trouver les clients et qui vont communiquer avec les clients, d'autres qui vont acheter le maquillage, les affaires des jeunes victimes. Ça devient une entreprise. Mais au départ, ce sont des petits réseaux un peu disséminés et ce qui rend aussi difficile pour la police de les localiser. Parfois, il faut un tour opérateur, on appelle ça un peu un sex tour. Donc ils vont de ville en ville, c'est 2 jours là, 3 jours là, 4 jours là. Donc c'est très rapide. Plus c'est jeune, plus c'est cher. Ça peut être 1 heure 400 €. Ça dépend vraiment de l'âge, de la fille. Puis après, ça dépend des prestations, fixées souvent par le proxénète. Les clients demandent sans préservatif assez souvent. Et là, c'est plus cher, sachant qu'ils sont à 70% en couple ou mariés. Avant, c'était coco.fr, les filles aussi étaient dessus. Maintenant, c'est sex model. Et au départ, ils mettent 18 ans parce que tu es obligé de mettre 18 ans sur l'annonce, sinon ça ne fonctionne pas. Et après, ils discutent avec les clients. Et puis en leur disant mais finalement j'ai 16 ans. Ah mais c'est pas grave. Finalement j'ai 14 ans. Ah mais c'est pas grave, je suis même prêt à payer plus. Normalement si on payait pas, ce serait de la pédophilie claire et nette.
Alors là, nous sommes dans une chambre typique que l'on décrit souvent lors des affaires dans lesquelles on parle de prostitution de mineurs. C'est une chambre assez simple, assez glauque. En plus, on peut se garer facilement en voiture devant. Pas besoin de passer devant l'accueil. Ça évite d'éveiller les soupçons. On peut estimer que c'est quand même entre 10 et 15 clients par jour. Donc c'est énorme. Vous avez souvent alors le proxénète qui lui va se cacher par exemple dans la salle de bain, toilette, là vous avez une petite douche, enfin il y a juste de quoi s'asseoir, il entend tout. Et ça lui permet aussi d'intervenir si la jeune victime refuse par exemple que le client ne mette pas de préservatif. Et c'est beaucoup plus cher. Et le proxénète, tout ce qu'il veut, c'est de l'argent et la jeune victime, c'est juste une marchandise. Un moyen de se faire beaucoup d'argent en peu de temps et en prenant le minimum de risques. L'homme arrive en voiture, devant, il se gare, il monte les escaliers, il ouvre la porte. Tout ça, en fait, se fait à l'abri des regards. Ça permet toujours d'éviter que peut-être des voisins de chambre s'en mêlent. Femmes de ménage aussi comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer qui n'est pas normal. Dans le procès de Pontoise, la victime a 12 ans. Elle s'appelle Anissa. On l'a vue sur les photos. On l'a vue de face via les caméras de surveillance. Elle est avec son sweat Disney. Elle fait jeune. C'est un client qui a alerté le commissariat d'Herblay. Donc il s'est aperçu de son âge qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais tous les autres, aucun s'est aperçu de ça. Aucun n'a rebroussé chemin. À chaque fois, la question centrale, c'est savait-il qu'elle était mineure? Savait-il qu'elle avait moins de 15 ans? Puisque ce n'est pas les mêmes peines. Moins de 15 ans, il n'y a pas de consentement. Au total, on sait que c'est au moins 10-15 passes par jour. On a souvent juste le détail des prestations sur les annonces de sex modèles, sur ce qu'elle offrait. Les pratiques, elles sont imposées par les proxénètes. Enfin, si on va aller dans le détail, des fellations, sodomie, parce qu'après il y a des séquelles physiques aussi qu'elles gardent. Et puis, il y a les risques, les IST, les infections sexuellement transmissibles. Il peut avoir aussi toutes les violences physiques qu'elles subissent. Par exemple, elles peuvent se réveiller un beau matin, pleines de bleu, avec des brûlures de cigarettes, sans se souvenir, sans savoir ce qui s'est passé durant cette nuit-là avec ces clients-là, puisqu'elles sont droguées. Il faut imaginer que parfois elles sont complètement inertes sur ce lit, elles ne bougent pas. Par exemple, on a eu accès à des conversations entre un proxénète et une jeune prostituée. Elle dit mais il est dégueulasse, j'ai pas envie, il me dégoûte en parlant des clients. Donc on sent bien qu'il n'y a aucun désir pour ça et elles font à la chaîne. Et puis de toute façon, si elles ne sont pas d'accord, il y a le proxénète qui va venir et qui va les frapper, qui ne va pas hésiter, comme l'histoire de Kenza par exemple. C'est une jeune fille de 17 ans, originaire de Rouen. Elle prend contact, elle est en lien avec un jeune garçon de son âge de Marseille. Elle a envie de faire la fête. Elle descend et puis là, en fait, elle est dans un piège. C'est-à-dire que cet homme-là vient les chercher à la gare de Saint-Charles de Marseille. Il les emmène dans un appartement qui est vide. 2 personnes sont là. Ils vont se servir de chauffeur pour les emmener dans un autre appartement dans une autre ville. Et ça va être un peu un tour opérateur, un sex tour. Enfin, on appelle ça comme ça. Elle est vierge au départ. On l'oblige à avoir des pratiques qu'elle ne connaît pas, qu'elle ne veut pas, assez glauques. C'est le proxénète qui s'occupe de tout ça. Et à un moment donné, elle refuse que le client ne mette pas de préservatif. Donc ils appellent ça une nature. Le proxénète l'entend, il voit qu'elle est réticente, il la prend par les cheveux, il la frappe, il lui met des coups, il l'emmène dans les toilettes, il lui met la tête dans la cuvette, elle a cru mourir. Et ça, beaucoup de filles nous racontent ce type de violence, et c'est la drogue. La drogue est un élément très important. On la retrouve dans chacune de nos affaires. Donc cocaïne, héroïne, crack, cannabis, protoxyde d'azote. Ça fait des ravages. Parfois, elles ne sentent plus leurs membres. Elles peuvent faire des crises d'épilepsie. Elles peuvent avoir des brûlures conséquentes aux lèvres. Ces proxénètes trempent souvent aussi dans le stup. Et donc, ce sont des délinquants déjà notoires qui font rarement
que de la prostitution. Il y a aussi la présence d'armes. Elles peuvent être menacées et contraintes sous la menace d'une arme. Il n'y a aucune empathie envers elles. On ne les voit pas, on ne les écoute pas, peu importe la souffrance. Et si elles meurent, finalement, ça n'intéresse personne, puisqu'en plus, c'est fait loin des regards, dans des chambres d'hôtel. Elles ne brûlent pas de voiture, il n'y a pas de règlement de compte à coups de kalachnikov. Tout ce qui est au niveau des conséquences sur la société et pour le commun des mortels. C'est pour ça que ça n'existe pas, finalement, parce que ça ne dérange pas, en fait. Les clients vont dire à leurs femmes qu'ils vont faire quelques courses au Décathlon, je sais pas où. Finalement, ils atterrissent sur le parking d'un hôtel et puis on a beau entendre des histoires, on a vraiment du mal en fait à imaginer qu'on puisse être aussi violent avec ces filles-là, que des hommes, des pères de famille qui le soir vont rentrer, embrasser leurs enfants, enfin. Et ces petits proxénètes vont aussi recruter au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance, donc de l'ASE. Là, évidemment, ils savent que les filles qui sont dans ces situations-là ont des failles, c'est-à-dire qu'ils leur proposent, par exemple, de l'attention, de l'amour, ils se font passer pour un petit copain. C'est plus insidieux, comme il y a une relation qui se crée entre la prostituée qui pense qu'elle est la petite copine de ce proxénète, mais lui sait très bien ce qu'il fait. Pourquoi des proxénètes recrutent aussi facilement au sein des foyers de l'aide sociale à l'enfance? Parce qu'on ne peut pas obliger, on ne peut pas contentionner ou séquestrer ces filles. Ce sont des adolescentes, elles ont quand même le droit de sortir et eux, ils se servent de ces moments-là. Il y a l'histoire à Metz, ça se passe à Metz. Il y a eu un procès récemment où le proxénète a écopé de 4 ans de prison, avec obligation de quitter aussi le territoire puisqu'il est d'origine afghane. Cet homme-là recrutait des jeunes filles au sein d'un foyer de l'aide sociale à l'enfance. Donc il leur proposait des cigarettes, du cannabis, un appartement pour faire la fête. Il y a eu beaucoup de filles, alors on pense entre 20 et 50. Elle raconte dans une lettre tout ce qu'elle a vécu. C'est un calvaire, elle dit qu'elle est cassée, qu'en 3 semaines elle a eu 210 clients, qu'elle n'arrivera pas à s'en remettre malgré les soins. Pour toutes ces jeunes filles, l'écrasante majorité a subi des violences intrafamiliales. Ça peut être aussi dû à du harcèlement scolaire, à un divorce qui se passe mal et la jeune fille est un peu laissée de côté. Tout ce qui peut provoquer une faille, une faiblesse, une fragilité qui pourra être repérée par ces proxénètes. Ça touche tous les milieux. Mais sauf qu'elles sont peut-être moins repérées dans les milieux aisés. Comme beaucoup de gares, ce sont souvent des lieux où les proxénètes viennent repérer leurs victimes. Elles traînent, parfois elles sont en fugue, donc elles atterrissent comme ça et puis elles errent beaucoup. Et comme notamment la gare de Saint-Charles, qui est très connue pour ça, où les filles sont repérées et emmenées dans les réseaux de prostitution. Le profil de ces proxénètes, ce sont souvent de jeunes majeurs, entre 18 et 24-25 ans, mais vous avez aussi des mineurs, de plus en plus. Des proxénètes mineurs qui ont l'âge de leurs victimes. On sent qu'ils sont dans un continuum de violence. Ils ont souvent des casiers longs comme le bras. Les filles, c'est juste une marchandise de plus. Et en plus, ils prennent moins de risques que le stup. Lors de notre immersion à la brigade de répression du proxénétisme de Marseille, en parlant justement avec les officiers de police, ils nous disaient qu'aujourd'hui, la part des dossiers de mineurs est supérieure à celle des majeurs. On est sur du 2 tiers, 1 tiers. Cette évolution est assez récente. Alors eux, ils l'ont noté vers 2023. On pense que c'est l'effet après Covid. On se rend compte qu'il y a eu un vrai tournant, que ce soit au niveau du nombre de prostituées mineures, mais aussi par rapport au rajeunissement des victimes et notamment des proxénètes qui sont de plus en plus jeunes. Dans certaines de nos enquêtes, on se rend compte que des voitures sont aménagées
justement pour recevoir les clients. Un coffre ouvert, un matelas bas de gamme, servira justement pour les passes. Donc c'est assez glauque. Souvent ça se passe plutôt le soir parce que la journée ils peuvent plus facilement se faire repérer. Donc là on est quand même dans un parking. Parfois il y a des caméras, il y a du passage. On n'est pas dans le simple fait divers. Là on est vraiment dans du fait de société. Malheureusement les médias traitent ça parfois comme un fait divers quelconque, comme l'était le stup avant. Sauf que le stup depuis, on voit bien l'ampleur que ça a pris et la catastrophe sanitaire et tout ce qui va avec, c'est-à-dire les règlements de compte et la mort en fait au bout de tout ça. Pour la prostitution des mineurs, on parle de tsunami. Effectivement, des conséquences dramatiques au niveau sanitaire et social. Grâce à la loi de 2016, les prostituées sont enfin considérées comme des victimes. Malgré tout, depuis cette loi, il y a différents lobbies qui tous les ans tentent de rendre caduque cette loi. Il existe des associations et des collectifs qui militent pour que la prostitution devienne une profession, mais ça donne quand même un ton et quelle image on renvoie à la société et à ces filles, à ces jeunes adolescentes, puisque si on considère que la prostitution est un travail, comment les sensibiliser et leur dire que c'est aussi de la violence? Ce serait aussi nier le fait que c'est un continuum, c'est-à-dire qu'elles peuvent commencer mineures mais qu'elles continuent majeures. Ça ne s'arrête pas à 18 ans en se disant c'est un choix libre et éclairé. Et ça, parfois, c'est le discours de certains lobbies qui peuvent être ultra violents, jusqu'à s'en prendre à des survivantes de la prostitution, donc des majeures, qui témoignent de l'enfer de ce qu'elles ont vécu et qui font tout, qui les menacent pour qu'elles évitent de témoigner. On a l'impression qu'il y a derrière ça un féminisme à géométrie variable. C'est-à-dire qu'il y a des combats qui méritent d'être menés, mais celui de la prostitution on a l'impression que pas forcément. Pourtant, c'est quand même une violence, il y a quand même de l'argent et on vend un corps. Alors que le féminisme est contre toute forme finalement de domination, même par l'argent. Donc qu'est-ce que ça dit finalement de notre société? Et la pire en fait des choses qu'on peut faire subir à une femme, c'est la prostitution.